Abdelmalek Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes à la tête du Guépard Group. Le guépard, très bel animal. Et donc, c'est un groupe marocain, mais avec évidemment des intérêts qui vont au-delà du royaume. Expliquez-nous comment le Maroc a réagi à la crise sanitaire dont aucun d'entre nous n'est véritablement sorti. Et qu'est-ce que cela a pu changer dans la transformation d'un pays qui est quand même dans un climat social, économique difficile? La crise du Covid au Maroc a été probablement un révélateur des forces sous-estimées du Maroc et de la capacité de ce vieil État-nation à pouvoir mobiliser une technostructure qu'on disait vieillissante et sclérosée, mais qui s'est révélée lors de cette période vraisemblablement parce que les conditions étaient réunies sur le plan à la fois économique, sur le plan du leadership et autour de la figure du roi du Maroc qui fait ciment de la nation et qui a permis cette cristallisation de ce moment très particulier autour de une doctrine très simple, le principe de précaution maximum, un filet économique et social massif qui a été déployé dès les premières semaines de l'arrivée de la pandémie, et puis un front commun marocain pour pouvoir surmonter la crise. Le Maroc était résilient, on le savait, mais durant cette période, il a surtout réussi à se transformer. Et se transformer en fait en lançant des investissements correspondant aux besoins, d'abord les masques, et aussi le vaccin. De quel vaccin s'agit-il? Le Maroc a acheté une licence pour lequel? Le Pfizer Alors, le Maroc, dans un premier temps, a été acheteur. Et était à ce titre dans la position d'un pays à revenu intermédiaire, c'est-à-dire très en bas de la liste lorsqu'il s'agit d'accéder aux vaccins qui sont faits par les multinationales occidentales, qui ont été en majorité financés par de l'argent public et de l'argent de l'Union européenne, de l'argent américain, à l'exception notable de Pfizer. Le Maroc a acheté le vaccin chinois très tôt, s'est mis Lequel? Parce qu'il y en a eu il au a moins acheté deux. Sinopharm, qui était, dès les mois de juillet, le plus stable au niveau des essais cliniques. Et le Maroc est même rentré dans l'accord d'essais mondiaux. Et donc, des Marocains ont testé le vaccin chinois. Mais vous savez, la Chine, en Europe et dans le monde occidental, a la mauvaise presse, mais on oublie que 90% des objets de notre quotidien sont issus... On n'oublie pas du tout, et surtout quand ils n'arrivent plus chez nous, parce que le ralentissement des chaînes de production est réel. Mais ce choix d'un vaccin chinois correspondait aussi à un choix géostratégique de la part du royaume, ou c'était une réponse aux assauts d'amabilité de la Chine au tout début de la pandémie? Des assauts d'amabilité très bienvenus, d'ailleurs. C'est d'abord, je pense, nourri par de la réelle politique. Il y avait l'envie et la possibilité de pouvoir faire ce partenariat stratégique avec la Chine à un moment où le monde entier était en compétition pour pouvoir accéder aux vaccins, et notamment les vaccins ARN messagers. Le Maroc en a acheté également beaucoup, mais au-delà de ça, et je pense que vous y faisiez allusion, le Maroc aujourd'hui est passé à une étape supérieure. Le roi du Maroc a lancé il y a quelques semaines le lancement de la méga-usine panafricaine de fabrication de vaccins, qui va faire les vaccins contre la Covid-19, qui s'est associé avec le géant suédois Recipharm. Et l'État, dans un partenariat inédit, a mis 500 millions d'euros sur la table pour que le Maroc ait son autonomie sanitaire, sa souveraineté sanitaire, et devienne à terme le hub régional pour pouvoir produire des vaccins africains et les vendre en Afrique, made in Morocco. En dehors donc du vaccin chinois. En dehors du vaccin chinois, qui lui-même fait partie de cet assemblage, de ce Lego de vaccins marocains, sur un segment particulier qui est le fill and finish, à savoir la dernière étape du vaccin, avec une société marocaine pour laquelle un autre contrat de partenariat a été signé. On a vu aussi que le Maroc est devenu producteur de masques à un moment où c'était une denrée rare. Et donc là, ça a été une conversion d'une partie de l'industrie textile au bon moment. Alors,
Ça vient aussi d'une transformation écologique. Le Maroc a accueilli la COP 22, donc juste après la COP de Paris, et la décision a été prise de mettre en place, par le roi du Maroc, la stratégie zéro mica, donc zéro plastique non renouvelable. Donc beaucoup d'usines qui produisaient jusque-là des plastiques noirs, ceux qu'on voit dans les marchés, se sont réformés et ont commencé à produire ce fameux tissu non tissé dont on a besoin pour produire des masques. En 3 semaines, l'ensemble de cet arsenal industriel textile s'est mis à fabriquer des masques. Si l'Europe n'a pas pu en produire, c'est tout simplement parce que ces usines-là n'existaient plus sur le sol européen. Elles sont en Asie du Sud-Est. Et des médicaments de base. Comme des médicaments de base, comme l'aspirine, mais parce qu'il y a une surexposition de la chaîne industrielle européenne à la production en Asie du Sud-Est, et que le Maroc représentait un petit maillon de la chaîne, dans le textile par exemple, sur les réassorts. Lorsque vous avez besoin de produire des vêtements très rapidement, et pas en très grosse quantité. Et un coût de production avec des salaires, évidemment, qui ne sont pas les mêmes que les salaires européens ou que les salaires français. Bien sûr. Il y a un avantage labour intensive au Maroc, c'est ce qu'on appelle maintenant une zone best cost, mais par ailleurs, c'est aussi ce qui permet aujourd'hui d'avoir des vêtements qui sont moins chers dans les échoppes et dans les étals européens. On a aussi assisté au Maroc, donc dans un système d'autorité très particulier, monarchique et religieux, confondus, à une transformation politique, puisque le parti islamiste qui était au pouvoir a été défait dans les élections. Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui, si j'ai bien compris, vient du monde de l'entreprise, est-ce que cela favorise l'émergence d'une puissance économique marocaine que l'on voit en particulier, et on ne voit pas assez cela, me semble-t-il, vu de Paris, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un rayonnement économique du Maroc en Afrique subsaharienne qui est tout à fait intéressant. Vous savez, tout ça ne vient pas de nulle part. Il y a quelques années, je pense, vous aviez coécrit un ouvrage qui s'appelait « Dans le secret des princes ». Et dans cet ouvrage, il y a quelques années, oui. Mais déjà, Alexandre de Marange voyait la centralité et la prééminence du Maroc comme cet État pivot. C'était d'ailleurs très proche du roi Hassan II, mais il avait compris la centralité et la spécificité d'un pays qui prône l'islam du milieu. Et comme vous le savez, ces sujets sur l'islam sont prégnants partout en Europe. Le Maroc a une partie de la solution parce que son islam n'est ni messianique ni extrémiste, mais c'est l'islam du milieu tel qu'il est prôné par Sa Majesté le Roi. Le chef de l'État est à la fois le leader temporel et le leader spirituel, mais il n'a pas le pouvoir législatif. Parce qu'au Maroc, en 2011, la Constitution a été réformée. Ouais. Et vous avez fait référence à la transition politique qui a eu lieu en octobre avec ce nouveau gouvernement d'inspiration libérale, avec un chef du gouvernement qui vient du monde de l'entreprise. En réalité, le message le plus important, c'est le Maroc a réussi à déloger les islamistes par les urnes et pas par les armes. Et donc c'est une spécificité. C'est par les urnes que les islamistes sont passés de plus d'une centaine de députés à 12 députés après 10 ans d'exercice du pouvoir. Donc c'est une expérience tout à fait inédite, intéressante. Quant au nouveau gouvernement, il est encore trop tôt pour pouvoir tirer un bilan de son action. On le jugera sur pièce. Mais on voit déjà que le Maroc joue aussi de sa position géographique, c'est-à-dire une proximité des marchés européens, avec en particulier l'industrie automobile qui s'est beaucoup développée, enfin notamment française, à Tanger. Donc cet atout qui pose aussi problème en termes de vagues migratoires, de difficultés, et on l'a vu lors du conflit entre le Maroc et l'Espagne, autour de l'enclave de Ceuta, il y a quelques mois. Comment faire de cet atout géographique sur le plan économique, et encore une fois, c'est votre secteur, sur le plan économique, comment en faire vis-à-vis des investisseurs européens en particulier un atout supplémentaire? Alors, on est face à un paradoxe. Les pays du sud de la Méditerranée sont face à un discours européen qui leur dit il faut qu'on relocalise, il ne faut plus qu'il y ait d'entreprises européennes qui aillent au sud de la Méditerranée. Et en même temps, on vous demande d'être les gendarmes de la Méditerranée
On vous demande de bloquer l'immigration. Et lorsque vous voulez recruter, que vous êtes une entreprise française, un jeune ingénieur marocain, en 15 jours, il a un passeport talent. Pour sortir de ce paradoxe, il faut bien qu'on trouve une solution. Il y a eu pendant des années une espèce de discussion autour des colocalisations, de la coproduction, mais là, il faut aller beaucoup plus loin. Le Maroc est à la fois un hub industriel en devenir qui peut être une zone best cost pour l'Europe, mais qui créera des emplois au Maroc et également en Europe, à plus forte valeur ajoutée. Ça a été le cas pour l'automobile. Renault et Stellantis gagnent beaucoup d'argent au Maroc. Ils ont des écosystèmes qui sont autour d'eux. Plus de 1500 entreprises qui sont venues s'installer dans ce pays. Et qui développent aussi le tissu économique et social marocain. C'est très important. Qui est également un marché pour l'Europe. Parce que l'Europe, à qui est-ce qu'elle va vendre des TGV ? À qui est-ce qu'elle va vendre des bateaux ? Il faut bien qu'elle les vende à des gens qui ont des moyens. Et pour qu'ils aient des moyens, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une classe moyenne, il faut que les gens puissent travailler. Et donc la solution, c'est de faire 1 + 1 = 3, et non pas d'essayer de soustraire ces discours-là entre immigration et sécurité. Sur le deuxième aspect, vous avez évoqué cette nouvelle place du Maroc et sa position de leader en Afrique de l'Ouest. C'est le deuxième investisseur privé en Afrique, premier investisseur privé en Afrique de l'Ouest. Tout simplement parce que le Maroc a fait le choix à partir de 2007, lorsqu'il y a eu la crise financière mondiale, de dire nous allons nous concentrer sur les partenariats sud-sud, avec cette formule du roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, tout simplement parce que la croissance se trouve là et que nos racines se trouvent là. Et c'est une place qui a été abandonnée par beaucoup de pays européens. Rappelez-vous, la France s'est désengagée d'un certain nombre de pays dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance. Qui a racheté ces entreprises en majorité ? Ce sont les Marocains. Je recommande cet ouvrage dont le titre est parlant, Le temps du Maroc, résilience et émergence du royaume chérifien. Merci Abdelmalek Kalaoui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.